Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau journal sur TV Fil 78. Nous sommes le mercredi 25 février 2015 et dans l'actualité yvelinoise, aujourd'hui, le Conseil d'État a tranché l'élection municipale à Voisins-le-Bretonneux, annulé. Le recours porté par Alexis Biette, l'ancien maire, vient d'aboutir face à la nouvelle élue Alexandra Rosetti. Les réactions, les conséquences dans ce journal. Une femme de 32 ans et son fils de 4 ans sont portés disparus depuis vendredi dernier. Les autorités pensent que cette femme d'origine congolaise demeurant à Guyancourt est en voie de radicalisation. Elle serait partie faire le djihad en Syrie. Et puis, le fromager de Rambouillet est devenu meilleur ouvrier de France. Ludovic Bizot, sacré lors de la compétition qui vient de se tenir au Salon de l'Agriculture à Paris. Nous irons aussi à la rencontre tout à l'heure dans ce journal de ceux qui représentent le département sur ce rendez-vous incontournable. Il faudra donc revoter à Voisins-le-Bretonneux. Les élections municipales annulées. Le Conseil d'État a rendu sa décision cet après-midi. Rappel des faits, 30 mars 2014, les électeurs accordent 15 voix d'avance à Alexandra Rosetti, UDI, face à Alexis Biette, UMP, le maire sortant. Ce dernier proteste auprès du tribunal administratif, évoquant des éléments de nature à avoir faussé le scrutin. Si le tribunal administratif rejette cette protestation, le Conseil d'État a donc décidé de suivre les demandes de l'ancien maire Alexis Biette. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais tout simplement, pour débuter, votre réaction à l'annonce de cette décision du Conseil d'État. Écoutez, elle est simple. Le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative de notre pays, a retenu que de graves et multiples violations du Code électoral ont été commises pendant la campagne et ont altéré la sincérité du scrutin. Il n'y avait qu'une quinzaine de voix qui vous séparaient. Effectivement, le Conseil d'État a jugé que c'était de nature à avoir faussé un petit peu le scrutin. Mais est-ce que cela signifie, maintenant que vous avez obtenu en quelque sorte gain de cause, que vous serez candidat dans 3 mois? On peut imaginer que c'est à peu près le délai qui sera retenu pour l'organisation. C'est la préfecture qui va s'en charger, mais ce sera environ 3 mois de délai, d'autant qu'il y a des élections départementales bientôt. Donc cette question, est-ce que vous serez candidat dans 3 mois? Écoutez, ce n'est pas une question de personne. Simplement, le Conseil d'État confirme que tout n'est pas permis dans une compétition électorale et que force doit rester à la loi. Alors, mon cas personnel n'est pas du tout important dans le respect du droit et des règles. Nous nous réunirons en équipe et nous déciderons effectivement comment doit être composée l'équipe. C'est tout à fait ouvert. Ce n'est pas du tout une question personnelle pour moi. Quand vous dites c'est ouvert, ça veut dire que vous imaginez ne pas être tête de liste au prochain scrutin municipal? Mais bien sûr, vous savez, j'ai toujours été, porté par mes équipes pour en prendre la tête, et je ne cherche pas du tout à m'imposer. Je ne l'ai jamais fait. Je ne vois pas pourquoi je ne continuerai pas. Donc il y aura une décision interne avec vos anciens colistiers. Vous allez vous réunir rapidement, j'imagine? Tout à fait. On va se réunir rapidement et nous souhaitons que cette nouvelle campagne soit vraiment l'occasion pour chacun de s'exprimer dans le respect des autres et des valeurs de la République. Pourquoi avoir décidé malgré tout de mener ces procédures? On va tout de même rappeler que vous siégez dans la majorité à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Voisins-le-Bretonneux appartient à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous siégez ensemble avec Alexandra Rosetti. Ça ne va pas déstabiliser d'une certaine manière la droite à Saint-Quentin-en-Yvelines, cette décision? Je pense que tout le monde se souvient que nous n'avons pas attendu le résultat du deuxième tour pour manifester notre surprise, notre étonnement par rapport aux pratiques qui ont été faites par l'équipe de Madame Rosetti et que nous avions, après le premier tour, déposé un procès-verbal au commissariat de police de Guyancourt. Donc c'est par simplement, reconnaître que ces règles ont été bafouées, que la démocratie a été trompée, et donc on se doit en politique d'être exemplaire. Je crois qu'en ce moment l'abstention est de plus en plus importante parce qu'il y a un certain rejet de la classe politique. Et bien là, c'est un exemple comme quoi la justice fait son œuvre pour que justement ces manœuvres soient dénoncées. Mais pour revenir sur le fond de ma question, vous n'avez pas peur que cela déstabilise la droite à Saint-Quentin-en-Yvelines encore plus?
Au-delà des contestations que vous aviez pu émettre après dès le premier tour, mais là aujourd'hui avec cette décision du Conseil d'État, je vous pose cette question parce que très simplement l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s'apprêtait à voter son budget au mois d'avril. Là il s'avère que, puisque c'est la procédure, tous les élus de Voisins-le-Bretonneux vont être suspendus sur la commune et au sein de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc il n'y a plus une majorité importante, suffisante en tout cas pour voter le budget en l'état. On peut imaginer que le président de la communauté d'agglomération va décider de reporter le vote. Vous n'avez pas peur de déstabiliser donc la droite, tout simplement? Écoutez, je ne suis pas du tout maître de la décision. C'est une décision du Conseil d'État et je m'y plie. Et je ne suis pas maître du calendrier. Donc maintenant que cette décision a été prise, je pense qu'il y aura des aménagements, des autorisations exceptionnelles qui seront données à l'agglo pour qu'elle puisse voter son budget un petit peu plus tard. Et nous ne représentons que, je dirais, 4 délégués sur 48. Mais vous le savez, cette majorité est très serrée au sein de l'agglomération. 4 délégués, ça peut tout changer sur le scrutin. Oui, écoutez, je ne pense pas qu'en ce moment, vu l'état de la gauche, les équilibres changent. Merci Alexis Biette d'avoir réagi dès ce soir à l'annonce cet après-midi du Conseil d'État qui a décidé donc de valider cette annulation du scrutin municipal de mars dernier à Voisins-le-Bretonneux dans votre commune. Je précise qu'Alexis Biette sera sur ce plateau demain en direct dès 18h, première rediffusion du journal à 19h, vous le savez. Je vous précise également que nous avons sollicité la maire de Voisins-le-Bretonneux, Alexandra Rosetti, qui pour l'instant n'a pas souhaité livrer de commentaires. Quelles conséquences, en tout cas pour l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines? Nous l'avons vaguement évoqué il y a quelques instants. Comment réagit la chef de file du Parti socialiste à cette décision qui vient ébranler, malgré tout, les rangs de la droite et du centre? On écoute Sandrine Grand-Gambe, c'est au micro de Catherine Zulato et de Patrick Jacques de Dixmude. Non, c'est quand même une surprise parce que en première instance, Alexis Biette n'avait pas eu gain de cause, même si moi les arguments qu'il faisait valoir me paraissaient quand même assez intéressants, notamment le fait qu'il y a des règles qui font qu'on n'a pas le droit de distribuer des tracts le samedi qui précède l'élection, parce que ça fausse l'élection et comme ça s'est joué à très peu de voix. Après, on est dans une guerre des droites à Voisins qui pénalise aujourd'hui tout le monde, parce que pratiquement un an après l'élection, on se retrouve dans une situation qui est quand même assez inattendue, où les Vicinois n'ont plus de conseil municipal, plus de maire, et où à l'agglo, il n'y a plus de majorité pour faire passer quoi que ce soit. Donc à moins d'arriver à travailler gauche-droite dans un consensus pour essayer d'avancer intelligemment, mais pour l'instant, il n'y a plus de majorité dans l'équipe de Michel Laugier. Et nous reviendrons demain sur cette annulation du scrutin municipal à Voisins-le-Bretonneux avec d'autres réactions, notamment celle sans doute d'Alexandra Rosetti qui s'exprimera et puis de Michel Laugier, le président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui n'était pas joignable en cette fin de journée. Dans l'actualité locale également, le territoire yvelinois particulièrement propice à la radicalisation religieuse. C'est le préfet qui l'évoquait au début du mois de février et l'on apprenait hier le départ probable d'une femme guyancourtoise de 32 ans pour la Syrie. Les précisions de Mélanie Poquet. C'est l'étonnement et l'incompréhension qui règnent en mairie de Montigny ce mercredi quand les agents découvrent chez nos confrères du Parisien un article signalant qu'une animatrice de la maison de quartier André Malraux, située dans le quartier des Prés, serait partie faire le djihad en Syrie. La jeune femme de 32 ans était employée en qualité d'animatrice famille, elle avait donné sa démission et quitté son poste jeudi dernier. C'est samedi qu'elle aurait rejoint la Turquie avec son fils de 4 ans. En mairie, on précise que l'équipe de la maison de quartier a été abasourdie par la nouvelle. Elle ne montrait aucun signe de radicalisation ni dans ses propos qui étaient cohérents ni dans ses vêtements. La semaine dernière, elle a encore assisté à une réunion d'équipe et tout s'est très bien passé, explique-t-on en mairie. La municipalité précise travailler de concert avec l'association DIR afin de mener un travail de sensibilisation auprès des jeunes de la ville. La mairie a aussi demandé à l'association des musulmans de Montigny de faire preuve de vigilance. Du côté de la mairie de Guyancourt, où résidait cette jeune femme et sa famille, aucun commentaire à apporter. La mairie dit avoir découvert l'affaire dans les colonnes de nos confrères du Parisien. Hier, au Salon de l'Agriculture, c'était la finale de la 5e édition du concours du meilleur ouvrier de France, classe fromager. 10 candidats qui ont participé aux épreuves finales. Elles ont duré tout de même près de 5 heures. Parmi eux, Ludovic Bizot, il est fromager, donc est installé à Rambouillet. Il a dû réaliser un chef-d'œuvre sur le thème Retour vers le futur, une mise en scène exceptionnelle avec 25 fromages d'appellation d'origine contrôlée. Et ses qualités ont été reconnues à 48 ans. Le senior de la compétition a été consacré meilleur ouvrier de France. Ils ne sont
sont que 2 cette année à avoir convaincu le jury. Une belle reconnaissance pour cet Yvelinois natif de Lyon qui s'est reconverti dans la profession il y a 6 ans. Écoutez son témoignage. Un défi réussi, un défi personnel comme l'escalade d'un haut sommet, donc il y a une sorte de défi sportif. Un tremplin aussi pour évoluer dans le fromage, ça donne des possibles, ça ouvre des portes, ça permet, je ne parle pas forcément de business, mais aussi d'avoir l'occasion d'être un ambassadeur du fromage et du métier partout en France, à l'étranger. Et cette 52e édition du Salon de l'Agriculture qui a lieu en ce moment même, porte de Versailles, ce sont 700 000 visiteurs qui sont attendus pour l'événement. Sur les stands, on retrouve des agriculteurs, des producteurs yvelinois qui sont venus défendre leur profession, leurs produits et faire la promotion aussi de ce département des Yvelines. Sur place, Florane Parfait, William L, qui sont allés déguster les spécialités locales. Une journée au Salon de l'Agriculture, ce n'est pas de tout repos. Une véritable aventure. Entre les concours de fromage et de bovin, on peut même déguster une glace yvelinoise. Les sorbets ont un succès fou, ouais. Un bon petit cornet pendant les allées, c'est vraiment top. Des glaces, mais aussi des confitures, des jus et des pâtes de fruits. C'est la première fois que la ferme du Logis, située près de Thoiry, est présente au Salon de l'Agriculture pour présenter ses produits. On se fait connaître, bon, c'est vraiment super, on vend nos produits, on vend les produits dérivés de la cueillette, mais ce qu'on voudrait vraiment, c'est donner l'adresse de notre ferme aux gens. Et on dit que les Yvelines, c'est le poumon vert de la région parisienne et il faut que tout le monde le sache. Pour les agriculteurs yvelinois, c'est aussi l'occasion de croiser des têtes connues et même de décrocher quelques récompenses. Tous les ans, on présente nos produits avec quand même plutôt des bons résultats tous les ans. Donc régulièrement, on a des médailles sur différents produits. Et cette année, on a une médaille d'argent sur le yaourt à la framboise. Donc on est assez content parce que c'est un produit qui n'avait jamais été médaillé. Donc ça permet d'avoir plusieurs produits médaillés sur toute la gamme. Comme la ferme de Grignon à Plaisir, la ferme de Viltin, proche de Jouy-en-Josas, est habituée du Salon de l'Agriculture. L'établissement est réputé, pourtant pas question de manquer cet événement décisif pour agrandir sa clientèle. Le Salon de l'Agriculture, c'est d'abord la présentation, ce que tout le monde voit, des plus beaux animaux de toute la France. Et aussi, c'est un contact de tous nos clients qu'on peut avoir. Alors, voyez, quand on les reçoit, je ne garde pas mon tablier, je vais prendre ma veste. D'abord parce qu'il fait froid dehors pour les accueillir. On fait une très belle visite du salon où je leur présente les animaux et puis on finit sur nos stands avec un petit jus de pomme de la ferme. Une véritable opération séduction pour la dizaine de producteurs et agriculteurs yvelinois présents sur le salon. Pour les retardataires, l'édition 2015 fermera ses portes le dimanche 1er mars. Les invités de ce 25 février, à présent, Kevin Le Guédois et Stéphane Valzac, respectivement président et technicien de la Fédération des chasseurs d'Île-de-France. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. La saison de la chasse qui va se terminer le 28 février. Tout d'abord, un mot sur votre club. Pourquoi un club des jeunes chasseurs ? Ce club a été créé par un administrateur il y a à peu près plus de 10 ans, afin d'engendrer la courbe inverse et d'essayer de motiver les jeunes à aller à la chasse. Donc il y a 2 buts principaux, donc c'est fédérer les jeunes autour de la chasse et de leur proposer des invitations de chasse afin qu'ils puissent pratiquer leur passion dans les meilleures conditions possibles. Et quand vous dites motiver les jeunes, ça veut dire que jusqu'à présent, il y avait un désamour de cette passion-là ? Mais le problème, c'est qu'en Île-de-France, la chasse elle est très coûteuse, où l'accès au territoire est très difficile. Donc, via l'association, les jeunes chasseurs ont des invitations gratuites sur des territoires en Île-de-France et en province, quoi. Quand vous dites c'est coûteux, c'est-à-dire qu'est-ce qui coûte cher dans la pratique de la chasse ? Comment ça fonctionne ? Tout d'abord, mon permis de chasser coûte 16 € pour un jeune. Après, il y a une validation, une taxe qu'on doit payer tous les ans qui est d'alors de 200 € pour un permis départemental. Et après, il y a l'action de chasse. Et les actions de chasse, on trouve une action de ça à partir de 400 € jusqu'à des prix exorbitants, quoi. 400 € pour pouvoir pratiquer sur un territoire à un moment donné. En fait. Voilà, c'est comme pour ça avoir que le droit de chasse sur le territoire. Être chasseur aujourd'hui, et je vais vous poser la question à tous les deux, ça signifie quoi, être chasseur aujourd'hui ? Être chasseur aujourd'hui, c'est comme hier, disons, c'est être en contact avec la nature, continuer un petit peu ce que nos parents, nos grands-parents faisaient, c'est-à-dire essayer de maintenir un équilibre
avec la nature, puisque la nature n'est pas un équilibre, c'est un perpétuel déséquilibre, mais l'homme est là pour essayer de maintenir cet équilibre, essayer de juguler certaines populations animales, essayer de régler les problèmes de surpopulation qu'on a par endroit par rapport aux dégâts de gibier, les dégâts agricoles, puisque que ce soit les cerfs, les sangliers ou les chevreuils, il faut bien qu'ils se nourrissent. Et ils vont principalement dans les cultures blé, maïs, colza, etc., ce qui nous coûte très cher puisque les chasseurs indemnisent les dégâts agricoles. Donc être chasseur aujourd'hui, c'est aussi un style de vie, c'est d'être toujours au contact de la nature, puisqu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, s'il y a 40 ou 50 ans, 80% des chasseurs étaient des ruraux, aujourd'hui 80% des chasseurs sont des urbains. Ce sont des gens qui vivent à la ville ou en ville, disons, quasiment toute la semaine, et le week-end s'échappent à la campagne. Voilà. Les chasseurs indemnisent, c'est-à-dire que vous êtes pénalisés, en tout cas punis, parce que vous avez mal fait votre travail de régulation ? Non, c'est que les chasseurs ont pris en charge la gestion des espèces et en disant c'est nous qui gérons, ça a été proposé il y a une quarantaine d'années en disant nous on va gérer les populations animales et s'il y a des dégâts c'est nous qui payons. Voilà. Et c'est payé à 100% par les chasseurs. Dans le département des Yvelines par exemple, cette année on a à peu près 500 à 600 000 euros d'indemnisation de dégâts que nous versons aux agriculteurs. L'année dernière on était à 800 000. C'est les associations, fédérations qui payent, ce sont les adhérents directement, les chasseurs de leur poche ? Voilà, ce sont les chasseurs, quand ils prennent leur permis de chasser, payent une cotisation qui sert à indemniser les agriculteurs. Voilà. Le rôle est particulièrement important de la chasse, vous venez de l'entendre, mais comprenez-vous ce rôle des chasseurs? C'est notre question du jour et puis vous pourrez réagir juste après. Mais oui, c'est important, parce qu'il faut tuer les animaux qui sont en trop. La chasseur, oui, c'est un sport et puis pour réguler un peu la nature. Bon, après, ce qui se passe, il ne faut pas que ce soit outrance non plus, mais il faut effectivement, pouvoir réguler le flot des animaux par la chasse. Ce que je le comprends, peut-être que c'est nécessaire pour éradiquer des espèces qui polluent, mais voilà, sinon j'ai pas d'autres sentiments par rapport à ça. A priori, oui. En campagne notamment, moi je sais que j'ai mes oncles en campagne dans les Cévennes. Ils sont envahis par les sangliers et s'il n'y avait pas le rôle des chasseurs, je pense que ça ferait de vrais dégâts. Je ne suis pas trop pour dans le sens c'est violent, mais après ça a une utilité. Il y a plusieurs choses. Alors sur l'aspect sport et violent déjà, est-ce que vous voulez réagir ? Il ne faut pas que ce soit outrance, il faut que ce soit encadré aussi. Justement, oui, toute l'art, disons, la subtilité, c'est d'arriver à trouver cet équilibre. Effectivement, il faut que ça soit violent. La chasse, par définition, on tue l'animal quand même. C'est la finalité. Maintenant, on ne tue pas n'importe quoi, on ne tue pas n'importe quand. La chasse est très réglementée. C'est une activité de la nature qui est la plus réglementée, puisqu'il y a un code de l'environnement qui qui encadre tout ça. Les périodes de chasse, les animaux à prélever, à quel moment, le matériel utilisé, c'est très très cadré. On ne prend pas un fusil et on ne va pas dans un bois comme ça derrière chez soi. C'est pas comme ça que ça se passe. Effectivement, donc pour certaines personnes, ça peut paraître violent, mais la chasse, disons la nature par elle-même, elle est violente, puisque ce sont les lois élémentaires de la nature. Dans le micro-trottoir, on entendait aussi parler de la campagne. Les gens comprennent le rôle des chasseurs, leur importance à la campagne, mais malgré tout, ici on est un peu plus en ville sur Saint-Quentin-en-Yvelines, mais par exemple les sangliers viennent au cœur de Saint-Quentin-en-Yvelines et créent des dégradations. Tout à fait. Les animaux colonisent. Il n'y a pas un territoire pour les hommes, il y a un territoire pour les animaux. L'homme va sur le territoire des animaux, les animaux viennent sur le territoire des hommes. Et on a des animaux, on a des sangliers, on a en permanence confronté à ce problème ici sur la communauté de communes de Saint-Quentin. On a des animaux qui rentrent dans le parc du château de Versailles. On a sur Satory, sur Buc, on a des sangliers qui rentrent un peu partout, des chevreuils, ils colonisent. Donc il faut essayer quand il y en a quelques-uns, que c'est pas gênant, au contraire. Puis en plus, les gens ont plaisir à les rencontrer. Par contre, quand ça commence à ça peut surprendre le soir. Voilà. Et le problème, quand ça commence à poser des problèmes de collision sur les routes ou détérioration des jardins, des espaces publics, des terrains de foot, etc. Là, on intervient. Parce que voilà. Là, c'est la saison de la chasse qui se termine donc le 28 février. Là, à la fin de la semaine, quel bilan on peut faire ? Est-ce qu'il y a un bilan qui est dressé sur des espèces qui seraient peut-être menacées ? D'ailleurs, comment ça se passe au niveau de la régulation d'une année sur l'autre, ça change ? En fait, on suit toutes les populations animales, on travaille sur plus de 50 espèces, on fait des comptages en permanence et on suit, ça va de la Louette jusqu'au cerf, et on suit donc toutes les populations animales. En fonction de leur densité, l'année d'après, on en tue plus ou on en tue moins. On adapte les prélèvements par rapport aux objectifs qui sont fixés par le préfet, donc par l'administration, par les agriculteurs, par les sylviculteurs. Bon, chacun a un objectif différent, bien sûr.
Mais on essaye de conjuguer tout ça et de façon à trouver la moins bonne, enfin la meilleure solution au niveau de chaque espèce. Parce que d'une année à l'autre, les conditions climatiques, il y a tellement de facteurs qui peuvent intervenir sur la reproduction, sur l'évolution des populations, que ce soit les oiseaux migrateurs qui partent dans d'autres pays, il peut y avoir des problèmes d'incendie, ou de canicule, etc. Ce qui fait qu'on n'a jamais les mêmes densités d'une année sur l'autre. Donc c'est à nous, chasseurs, de nous adapter. Voilà. La saison de la chasse qui se termine, ça veut dire que les chasseurs sont au chômage? Comment ça se passe, une période hors chasse? Qu'est-ce que vous faites pendant cette période? Donc, il y a 6 mois de chasse, après il y a 6 mois de gestion, l'entretien des territoires, comme a dit Stéphane, les comptages. Dès la semaine prochaine, on attaque les comptages de grands cervidés sur le massif de Rambouillet. Il y a les salons où ça nous permet de nous rencontrer, et l'aménagement, l'entretien des haies, les agrès noirs. Après, va voir les faisans, les perdrix qui vont mettre bas, donc on va voir l'échantillonnage des compagnies pour savoir si la reproduction était bonne. Et puis on va arriver au mois de septembre où on va pouvoir rechasser tout le travail qu'on a fait durant 6 mois. On va avoir le bénéfice au mois de septembre. Donc vous n'allez pas être au chômage, vous aurez forcément des activités. Merci à tous les deux d'être venus en plateau, donc technicien à la Fédération des chasseurs d'Île-de-France et président des jeunes chasseurs d'Île-de-France. On parle d'environnement à présent, on reste un petit peu dans la même thématique avec l'association Les Croqueurs de Pommes qui propose chaque année des animations. Et en cette période, c'est la taille des arbres fruitiers qui est au programme. Plusieurs d'entre eux s'étaient donné rendez-vous à Manille-les-Hameaux pour entretenir pommiers et poiriers. Alors on travaille sur la partie haute, mais faut redescendre un petit peu sur le bas parce qu'on oublie des choses. Fin février, les arbres sont en plein repos végétatif. C'est la bonne période pour la taille des pommiers et des poiriers. Ce jour-là, une quinzaine d'adhérents de l'association Les Croqueurs de Pommes a fait le déplacement. On fait des animations dans le terrain de particuliers qui ont la possibilité d'avoir des supports, des arbres déjà existants bien sûr, qu'on peut tailler et qui permettent de faire un cours de taille. La taille, c'est l'entretien annuel à faire pour que les arbres refleurissent ou donnent des fruits correctement. Elle varie en fonction de l'arbre, de son âge et de son état. Alors, la première chose en matière de taille, c'est d'apprendre à reconnaître ce qui pousse sur un arbre. On appelle ça les organes végétatifs. Il y a des choses qui donnent du bois, il y a des choses qui vont donner des fleurs et des fruits. Il y a des choses qui vont donner des rameaux très vigoureux. D'autres choses qui vont donner des rameaux faibles. Il y a 2 types de taille de fructification et taille de formation. Quand les arbres sont jeunes, on les forme. On achète un arbre, on le plante et on commence à lui donner une forme. Pendant 4, 5, 7, 8, 10 ans, on le forme. Autre type de taille, la restauration pour les arbres trop âgés ou abîmés. C'est-à-dire qu'on rajeunit les arbres. On rajeunit par la taille, par des tailles parfois un peu sévères. On rajeunit et on refait du jeune avec du vieux, on va dire. La cinquantaine d'arbres de ce jardin a pu profiter de l'atelier. Il ne leur reste plus qu'à fleurir. Un mot de santé à présent. Florence est maniccoise depuis une dizaine d'années. Elle a 2 enfants et l'un d'eux, Liam, 14 ans, souffre de troubles appelés 10. Depuis l'âge de 7 ans, lorsque ces troubles héréditaires ont été détectés, il est suivi par une orthophoniste et depuis l'année dernière, une auxiliaire de vie scolaire l'aide dans ses devoirs. Dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, c'est le nom des 3 troubles contre lesquels Liam se bat tous les jours. Sa maman nous l'explique et elle témoigne. Voici un extrait de son témoignage. La suite sera retrouvée dans notre prochain magazine santé Check-up. Donc il a une moyenne de concentration qui est largement inférieure à la moyenne de son âge. Donc très vite il est fatigué. Donc ça peut être un quart d'heure, 20 minutes de concentration en cours et après donc faut qu'il se repose l'esprit on va dire, et donc ce qui fait qu'il papillonne, il se repose l'esprit pour pouvoir se reconcentrer après. La dysgraphie, donc un enfant qui est illisible, qu'on ne peut quasiment pas relire. Et la dysorthographie, c'est je suis, SUI, tu es, ET. C'est c'est du phonétique en fait. Au niveau scolarité, il n'y a pas vraiment d'aide où les enseignants ne peuvent pas dire à un parent votre fils est dyslexique ou autre chose, mais seulement proposer une aide extérieure. Donc après, c'est tout un parcours que les parents doivent faire et souvent c'est seul parce qu'on ne sait pas comment le faire.
Le dossier complet sur ce thème, donc préparé par Yolène Torres, je vous le disais, sera à découvrir dans le prochain numéro de Check-up, magazine santé et bien-être de TV Fil 78, diffusion à partir du 13 mars. C'est la fin de ce journal. Je vous redonne l'information du jour. L'annulation du scrutin municipal de Voisins-le-Bretonneux. 15 voix séparaient l'ancien maire Alexis Biette UMP et sa première adjointe, son ancienne adjointe UDI, élue en mars dernier, Alexandra Rossetti. Le Conseil d'État, saisi par Alexis Biette, a donc choisi de faire revenir les électeurs aux urnes. En attendant, le préfet va nommer des administrateurs pour les affaires courantes. Je vous renvoie au replay sur notre site internet si vous souhaitez entendre les premières réactions. Ça a été diffusé au tout début de ce journal. Et puis demain, jeudi, Alexis Biette sera sur ce plateau. Et lors du 7-8 politique du mardi prochain, nous reviendrons encore plus en détail avec les différents protagonistes autour de cette table dans ce studio. Le journal de demain vous sera présenté par Catherine Zulato. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.